On se souvient souvent d'un jeu par rapport à une pierre angulaire de son gameplay. Pour Chaya, c'était PvP system. PvP zone. PvP, 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 PvP. Sonové est une entreprise coréenne fondée le 6 mars 2003. Son objectif est simple, profiter de la popularité actuelle des MMO pour s'imposer sur ce secteur rentable. Le développement de Chaya débute immédiatement et sans même qu'on le cite sur de quelconque site gaming, une première bêta fermée prend place en octobre 2004. On parle d'un jeu qui a été développé en moins de 2 ans et dans lequel ont déjà été investis 4 milliards de won. Et comment est-ce qu'une société toute neuve peut se permettre de mettre des milliards dans un MMO ? En étant une filiale de Sonokong, une société qui vend des jeux pour enfants, notamment des toupies Beyblade. Oui, ici, on rigole zéro. Donc, qu'est-ce qu'une société née d'un fabricant de jouets pour enfants produit comme MMO ? Sonové ne cache pas vouloir s'inspirer des MMO à succès du moment. Mais Chaya se distingue de la masse par son slogan « Luxury Chaya ». C'est pas moi qui le dis, c'est dans leur communiqué officiel. Un autre point sur lequel la société met l'accent, c'est le conflit présent entre l'Alliance de la Lumière et l'Union de la Fureur. Ses quêtes complexes et son gameplay digne d'un jeu console avec 120 compétences différentes. Mais si Chaya fait parler lors de sa bêta fermée, c'est pour son contenu adulte. À l'époque, 2 autres MMO coréens font les gros titres pour cette même raison. A3, sorti en 2002, est le premier jeu coréen à se proclamer comme un jeu adulte, mettant en avant des scènes avec du sang réaliste, des bars avec des personnages dénudés et des lieux pour parier sur des courses d'enjeux. Reverse, un MMO qui a eu des bêtas semble-t-il, et a généré des articles en partageant un screenshot où 2 avatars s'embrassent, mais dont je ne trouve aucune vidéo. Il n'a au final pas dû sortir, mais ça mettait en avant la possibilité d'avoir des relations intimes entre ces avatars. À quoi ça sert dans un MMO ? Juste à faire parler et donc avoir de la pub gratuite. Le fait est que j'ai abandonné l'idée de faire des recherches dessus puisque Google ne me recommande que des vidéos roses, sans rapport. Chaya rejoint donc ces 2 jeux lorsqu'on parle de jeux en ligne pour adultes. Mais y ajoute aussi un côté horrifique. En effet, Sonové insiste à avoir porté une attention toute particulière au graphisme. Et si les personnages féminins ont été rendus sexy, notez qu'on ne parle jamais des avatars masculins. Rabat-joie. On met aussi l'accent sur le grotesque des créatures qui peuplent l'univers. Les journalistes allant même les comparer avec Resident Evil, Parasite Eve ou encore Silent Hill. On s'éloigne pas mal des toupies. Un dernier élément de communication important au cours de ces premières bêtas, c'est la composition des musiques par l'artiste qui a travaillé sur Ultima 9 ou encore Wing Commander. On promet une bande-son avec un orchestre de 80 membres ainsi qu'une chorale pour un rendu majestueux. Bon, sinon, à part les toupies, qu'est-ce qu'on fait dans le milieu vidéoludique chez la société mère de Sonové ? Oh, 3 fois rien. On a juste les droits exclusifs de distribution dans tous les cafés internet coréens d'un petit MMO compressant comme un futur hit. Un certain World of Warcraft développé par Blizzard ? Si jamais ça vous parle quoi. Si vous me suivez un peu en stream, vous savez que je suis pas une grande fan des jeux en early access. Figurez-vous que pour leur seconde bêta fermée, Sonové braque le projecteur sur ses bêta-testeurs qui sont rémunérés au même niveau que des stagiaires, et qui peuvent ensuite postuler pour des postes dans l'entreprise. Sonové annonce même avoir embauché 3 des 6 bêta-testeurs de la première session. Donc, ouais, ça fait pas beaucoup de testeurs pour un MMO, mais il n'empêche que c'était considéré comme un job. La bêta ouverte de Chaya prend finalement place le 16 novembre 2005. 방관하지 말라. 이제 전쟁은 내 것이다. L'accent est mis sur les différents aspects PVP du titre, puisqu'on le rappelle, tout le lore est basé sur une guerre entre 2 factions. On inclut donc de larges combats au travers des guerres de factions, mais aussi des récompenses plus humbles, mais renforçant son camp lorsqu'on tue un joueur adverse sur une carte PVP. Le jeu sort officiellement en Corée le 21 juin 2006. Il est commercialisé sous forme de MMO à abonnement pour environ 6€ par mois. Mais n'importe qui peut jouer 3 heures par jour gratuitement. 3 heures. Je trouve ça énorme. Quand est-ce que World of Warcraft est gratuit 3 heures par jour, s'il vous plaît ? Mais figurez-vous que des utilisateurs coréens voient ça comme le début du déclin de Chaya. Pour ceux qui s'y connaissent pas mal en matière de MMO asiatique, peut-être bien que Legend of Mir vous parle. C'est un MMO coréen qui a eu énormément de succès à l'étranger en enregistrant des pics à 700 000 joueurs. Sauf que Mir, ça date de 2001. Ça fait 6 ans et depuis, la Corée a perdu en succès hors territoire. Donc, autant dire que lorsque Chaya est édité en Chine et enregistre immédiatement 350 000 joueurs simultanés, ça rebooste le moral de l'industrie. Nous réalisons en Chine un chiffre d'affaires plus de 5 fois supérieur à celui réalisé en Corée. Chaya représente une nouvelle source d'énergie dans le secteur des MMORPG, peu remarquée récemment sur les marchés étrangers. Nous prévoyons d'étendre considérablement nos services aux marchés d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam. Nous sommes convaincus que Chaya sera à l'origine d'une nouvelle légende sur le marché asiatique. Mais il y a une évidence qu'il faut bien admettre. Le marché coréen est saturé.
C'est pas pour rien si la plupart des jeux free-to-play auxquels vous avez joué dans votre jeunesse viennent d'Asie. Les MMO y étaient perçus comme une mine d'or et une petite quantité seulement est arrivée jusque chez nous. Si bien qu'en 2009, Aeria annonce publiquement être à la recherche de nouveaux titres, expliquant que même des jeux n'ayant pas eu un grand succès en Asie ont plus de place pour se développer en Europe et aux US. Je vous jure, il dit ça dans une interview. Une interview qui commence par cette question, du journaliste coréen. La plupart des œuvres actuellement gérées par Aeria Games sont peu reconnues. Si l'on en croit le communiqué de presse, il s'agit de créer une opportunité pour les excellentes œuvres qui n'ont pas eu leur chance. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas la faible notoriété d'Aeria Games qui l'empêche de publier des œuvres hautement reconnues? Ça tire à balles réelles. L'exploitation de Chaya se poursuit en Corée avec de l'ajout de contenu épars et d'événements pour les anniversaires. En parallèle, Sonové développe un nouveau MMO, Berkanix, qui cette fois mêle la fantasy à la science-fiction avec un style de combat basé sur ses armes, inspiré à la Monster Hunter. 20 milliards de won investis dans le projet, des bêta-tests ont lieu, des plans pour sortir des figurines en rapport avec le jeu et... Le développement s'arrête en 2011 et les 120 membres de l'équipe de développement sont remerciés. La rumeur raconte que personne n'en a été informé au cours du week-end, pas même les chefs d'équipe avant d'arriver au bureau lundi. Superbe gestion des ressources humaines qu'on a là. En juillet 2009, on annonce un Chaya 2. On y promet des conflits raciaux exacerbés pour du PVP toujours plus poussé. Et c'est le seul article au sujet du titre que j'ai trouvé. En 2010, Sonové est renommé Choi Rock Games, puis en janvier 2012, Nixon rachète la licence Chaya. Du point de vue du marché coréen, Chaya est un échec, que ce soit sa qualité artistique ou sa popularité. Son exploitation cesse là-bas dès 2016, cependant, le titre continue de générer des revenus à l'étranger. Il tourne alors dans 16 pays et on estime les revenus de ses ventes à 1 milliard de won par mois. Ah, et il y a aussi des teasers pour un certain Chaya Wars, sorti en 2018, mais... Le Kara design me terrifie. Qu'en est-il pour l'exploitation française du titre ? Chaya nous est révélé en décembre 2008, alors qu'Aeria Games tente de s'imposer sur le marché européen pour la première fois. Le titre est immédiatement traduit en allemand. Pour le français, il faudra attendre quelques mois, puisque oui, pour ceux qui ne l'ont toujours pas réalisé depuis la vidéo sur Runs of Magic, en Europe, ce sont les Allemands qui éditaient tous nos free-to-play. Ils achetaient des licences en Asie, puis nous proposaient des traductions. On avait donc tout un tas d'éditeurs qui, pour la plupart, ont fini rachetés par Gameforge. Chaya a finalement droit à sa bêta ouverte française en avril 2009. Pour l'occasion, on nous vante le titre via ses différents points forts. Nous sont promis des royaumes contre royaumes jusqu'à 3000 joueurs, du PVP bénéficiant aux factions entières ou encore des combats en arène. Vous l'aurez compris, l'accent est encore et toujours mis sur l'aspect PVP. Puis vous connaissez l'histoire, fusion de Gamigo et d'Aeria en 2016, puis en décembre 2022, fermeture du portail Gamigo. L'exploitation de Chaya est alors transférée à Fox Games aux côtés de Las Chaos. On prévoit une fermeture du portail Aeria Games pour fin février 2023. Mais la succession est effectuée en règle puisque des codes sont envoyés aux joueurs pour que leur compte soit transféré sur la nouvelle infrastructure. Fox semble vraiment investi dans la licence d'ailleurs puisque de réelles mises à jour sont poussées. Habituellement, les jeux sont hébergés uniquement pour finir d'écrémer les derniers fans. Donc c'est surprenant. Dans l'ensemble, c'est plutôt marrant parce que j'avais un souvenir assez fort de Chaya. Pour moi, c'était un jeu plutôt connu dans le milieu du MMO quand j'étais au collège. Pourtant, Jeu Online n'a que 18 articles dessus. MMO.com ne lui en accorde que 2. J'imagine que je vivais littéralement dans le launcher Gamigo à l'époque et que ma vision du monde n'est par conséquent qu'un tissu de mensonges. Chaya dispose d'une page Steam depuis un moment, mais les seuls messages dans l'onglet communauté demandent quand est prévue la sortie et si le titre a été annulé. Je pense qu'on peut donc l'oublier. Il y a quelques serveurs privés, mais on va se concentrer sur le repreneur officiel de la licence. Fox Games donc. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le MMO qu'Aeria avait racheté une bouchée de pain ? Attention, les joueurs et ex-joueurs de Chaya, ça va être à vous. Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte, donc je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes, les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde. Le monde des MMO est parfois étonnamment petit.
Comme dit dans la première partie, Shaya est à présent aux mains de Fox, un éditeur qui, de ses propres mots, donne vie au vieux monde et préserve leur héritage. Il nous faut donc leur launcher dédié. Ah, et on y retrouve aussi Las Chaos et un certain Défiance. Peut-être une prochaine fois. Premier petit problème à l'exécution, on ne s'identifie pas dans le launcher mais une fois dans le jeu. Vous devez donc créer votre compte au préalable en passant par leur site. Y a pas de lien ou de gros boutons une fois dans l'application. Ça peut perdre quelques personnes qui ne sont pas souvent sur un PC, j'imagine, mais le vrai souci, c'est que le jeu ne retient pas le mot de passe. Il faut le saisir à chaque exécution. Ah, c'est bon, et c'est dit, t'ouvres ton gestionnaire de mots de passe, tu copies le mot de passe, coller, entrer, et on passe à la suite. Je suis d'accord. C'est même pour ça qu'à l'inscription, j'ai laissé générer un mot de passe compliqué. Sauf que le copier-coller ne marche pas en jeu. À chaque lancement, vous devez saisir manuellement votre mot de passe. Je dis ça pour toutes les âmes égarées qui relanceront Shaya après le visionnage de cette vidéo. Choisissez un mot de passe simple. Bon, une fois cette mauvaise étape de passé, nous voici confrontés au choix du serveur. Et j'avoue être surprise par la longueur de cette liste pour un jeu de cet âge. D'autant plus en constatant qu'ils sont tous fluides en permanence. Si on parle vraiment de serveurs séparés sur lesquels les joueurs ne se voient pas, alors on gagnerait sûrement à les fusionner. Comme on en a parlé, Shaya se base sur un système de factions. Votre premier choix est donc celui-ci. Et c'est là que de lointains souvenirs ont commencé à picoter le haut de mon crâne. À peu près sûr que le jeu ressemblait pas à ça quand je l'ai testé plus jeune. Laissez-moi ouvrir une vieille vidéo histoire qu'on compare les écrans au fur et à mesure. Essentially, you have two options here. You have the Alliance of Light and you have the Union of Fury. Mais quoi? L'écran de sélection de serveurs était déjà incroyable. Même celui datant d'avant, la reprise par Aeria était plus cool. On avait aussi le droit à un dézoom épique pour animer l'arrivée en jeu. Après ça, les 2 DS présentes partout sur le matériel promotionnel représentaient le choix de faction. Plutôt logique dans le principe. A noter que ni l'ancienne version ni l'actuelle ne le précisent, mais le choix de faction est définitif. Si vous choisissez de rejoindre l'Union de la Fureur, il vous faudra changer de serveur pour pouvoir créer un personnage du côté de l'Alliance. Ok, écran somme toute basique, avec du texte qui déborde dans tous les sens. Permettez juste que je jette un œil au réglage, qu'on soit sûr que tout est poussé à fond. Ouais. Je peux pas faire du plein écran fenêtré, et c'est absolument pas pratique pour moi d'enregistrer en plein écran. Surtout sur ces vieux jeux qui risquent de planter si j'ai le tape de trop. Du coup, le format sera bizarre puisque je n'ai redimensionné que plus tard en mettant mon écran en 1440p et en jouant dans une petite fenêtre que je devais redimensionner à chaque exécution. Vous inquiétez pas, je recadrerai pour que ce soit pas trop dérangeant pour vous. Passons à la création de personnages. Chaque faction a 2 races. Les humains et elfes pour l'Alliance, et les Death Eater ou Vaille pour l'Union. Je connais les noms parce qu'ils étaient indiqués dans l'ancienne version du jeu. Ouais, je suis toujours chiante comme ça. Autrement, les classes fonctionnent en miroir entre les 2 factions. Pour les DPS corps à corps, on a les guerriers et les combattants, les tanks sont les gardiens et défenseurs, les oracles et les prêtres sont les soigneurs. Puis on a les assassins et rangers en tant que DPS furtifs, et les chasseurs, animistes, archers et mages en tant que DPS à distance. Les barres à droite, c'est cool pour indiquer quelle classe prendre en fonction de son style de jeu. En revanche, ça semble avoir été fait plus ou moins au pifomètre puisque le guerrier a de meilleures stats en tout comparé au chasseur. Ou alors, le guerrier est juste pété. C'est peut-être bien ça. Côté apparence, on a le droit à 5 visages et 5 coupes de cheveux. Clairement pas fou, et je doute pas une seconde qu'on devait croiser son doppelganger toutes les 2 minutes à l'époque. Mais cette fois au moins, je peux dire que la version actuelle est supérieure à l'ancienne version qui ne disposait même pas de numéro. C'est dire. Un instant. J'ai cette coiffure de disponible, moi? J'ai testé de changer de classe pour être sûr que ce soit pas lié à l'une d'entre elles en particulier, mais même pas. Le jeu actuel a moins de customisation que ses précédentes itérations. Dernière étape dans ce menu, le choix de la difficulté. Vous pouvez choisir le mode conseiller ou le mode ultime. En conseiller, vous avez besoin de moins d'expérience pour monter de niveau, mais en ultime, vous gagnez davantage de points de stats et de compétences ainsi que plus d'objets. Et notez que tout le monde joue sur le même serveur. Si vous voulez participer au contenu haut niveau, il faudra donc jouer en ultime. Sauf qu'en ultime, la mort est définitive. Certains d'entre vous ont peut-être les yeux qui pétillent en songeant que ça ressemble à une run hardcore sur WoW. Sauf qu'ici, vous pouvez échapper à la mort à l'aide d'une pierre de résurrection. Pierre achetable contre du vrai argent en boutique, bien entendu. Le mode ultime n'est ainsi plus un défi, mais un pay-to-play. Bref, je compte pas me frotter aux joueurs endgame qui ont certainement investi des milliers d'heures et d'euros dans leur personnage, donc le mode conseiller me suffira. L'ancien écran de personnage était aussi plus chaud. Non mais, sérieusement, vous pouvez arrêter de rendre tous les menus fades? Rendez-moi mes mises en scène 3D. Et nous voici plongés dans le monde de Shaya.
Shaya lâche le joueur sans plus de cérémonie en jeu. Quasiment toute l'interface se déplace, ce qui est très agréable pour l'organiser à notre convenance. Le suivi de quête, lui, restera obstinément à sa place et ce, certainement parce qu'il a dû être ajouté a posteriori. On ne crache bien sûr jamais sur un suivi de quête, mais c'est dommage qu'il ne soit pas au niveau du reste de l'interface. Impossible de le redimensionner et bien souvent, les objectifs s'en retrouvent coupés et illisibles. Ah, et le chat aussi est fixe. Plus gênant cela dit, le PNJ devant lequel j'ai atterri et qui donne très clairement une quête au vu de la carte n'a aucune icône en jeu. Peut-être même que d'anciens joueurs parmi vous froncent les sourcils depuis tout à l'heure car ils ne se souvenaient pas que le jeu était ciblé. Excellente mémoire les ancêtres. En rouvrant notre onglet vidéo de 2011, la différence est flagrante. Il y a une icône de quête et on a même droit de la végétation au pied de l'arbre. Ma version est nettement plus tristoune. Non, vraiment. Plus je compare côte à côte la vidéo de 2011 et l'état dans lequel le monde est à mon arrivée, et plus je souffle du nez. On dirait vraiment que l'univers est à l'abandon depuis 15 ans et que le monde a perdu de son éclat. C'est limite RP. J'ai lancé le jeu à l'aveugle comme d'habitude, mais plus je jouais et plus ça me chiffonnait. Aucune animation de quête, l'univers est plat, mes attaques n'ont pas d'effet non plus. Après 5 heures de jeu, je me décide à dénicher une vidéo de 2011 et c'est là que j'ai compris qu'en effet, on avait un sérieux souci. C'est donc encore une fois l'heure où je vous donne des conseils pour relancer confortablement le jeu. Alors que je comprends même pas pourquoi vous feriez ça, mais certes. Les paramètres en jeu, vous les oubliez. Vous allez me trouver votre dossier d'installation et descendez dans Game, Assets, pour y ouvrir le fichier config.ini avec un éditeur de texte. Là, vous me scrollez jusqu'à la section Advanced et vous passez à trou tous les paramètres à l'écran. De rien. On remercie d'ailleurs Chromedes qui m'a donné le nom du paramètre. Gros câlin à lui. À vous les effets à particules buggés, les costumes et familiers. Ma théorie, c'est que sur des cartes avec une densité de joueurs plus élevée, avoir tout ça d'actif fait littéralement planter le jeu. Plutôt que l'intégrer proprement au menu ou même régler le problème, on sait jamais hein. Ils ont donc préféré le désactiver par défaut pour tout le monde, sans même indiquer où que ce soit comment le réactiver. Ils ont désactivé les icônes de quête. Je pense que ça indique bien ce que le jeu s'attend à ce que vous fassiez pendant des heures pour progresser. Le fait est que j'ai découvert ça qu'au bout de 6 heures de jeu environ, donc dans l'immédiat, ma vie sera terne et misérable. Ah, celle de Talzor aussi, il semble. D'autres choses ont clairement été changées depuis. Par exemple, ce PNJ de tuto me dit d'appuyer sur parler pour accéder aux quêtes alors que le bouton s'appelle quête. Ce qui, pour le coup, est plus logique, donc j'excuse le fait qu'il n'ait pas réécrit le dialogue. On passera sur la police et la taille des textes qui rendent la lecture inconfortable, puisque généralement, ces vieux jeux ne sont absolument pas prévus pour être lancés sur des résolutions plus élevées que du 720p. Les anciens parmi vous hocheront la tête de façon satisfaite en apprenant que s'asseoir permet de régénérer sa vie plus rapidement. Non, pardon. Je voulais dire que la relaxation corporelle le permet. Pour avoir appris cet art ancestral, je suis récompensée d'un familier. Clairement la blette, s'il vous plaît. L'instructeur me jette au passage un pack de novices dans l'inventaire, ce qui doit être du contenu ajouté au vu de l'équipement que ça m'offre. J'ai même le droit à ma propre monture. Clairement trop généreux pour un jeu de cet âge. Un ajout à 100%. Pour suivre vos objectifs de quête, vous avez le droit au suivi, mais aussi à des zones de couleurs sur votre carte. Ça vous aidera pas à savoir quelle zone est liée à quel objectif si vous en avez plusieurs d'actifs, mais au moins, vous saurez que vous avez quelque chose à faire dans les environs. Mais ne paniquez pas, vous n'aurez pas à écumer tous vos objectifs en les comparant à la faune puisque les ennemis liés à des quêtes voient leur nom s'afficher en continu. Très pratique. Et mon premier niveau est atteint. Ah ouais, on ne respecte pas les bas niveaux au point de même pas centrer le texte de montée de niveau. Moche. Qui dit vieux jeu grindy, dit plein de points de stats à attribuer à chaque niveau pour se sentir récompensé. Mais encore une fois, ne craignez rien. On a l'option « J'ai rien suivi à quel stat fait quoi et j'ai grave la flemme de trouver un guide en ligne qui décrit toute la méta. » Oui, j'ai appuyé sur le bouton auto à chaque gain de niveau. Pas de jugement, je vous prie. On a ensuite droit aux habituelles fonctionnalités de sertissage et d'enchantement cher au MMO asiatique Pay to Win. Pour être compétitif en PvP, vous devez sertir et enchanter votre équipement. Sauf que chaque pièce coûte cher et que les chances d'échec sont élevées. C'est là généralement que la boutique introduit des objets pour empêcher de détruire son équipement dans le process. Habituellement, c'est dur de jauger à combien revient un personnage correctement équipé pour du PvP sur ce genre de jeu. Mais Oak37 est clairement un ancien gros joueur de Shaya et fait des reviews annuelles par nostalgie et pour voir comment le jeu évolue. Celle de 2019 indique à combien s'élèvent les dépenses pour équiper intégralement son personnage. And now, you shall be ready for PvP after all the money you've spent. Les free-to-play asiatiques sont terrifiants. En poursuivant ma route vers le prochain set de quêtes, je croise deux joueurs qui, immobiles côte à côte dans un champ, dessinent des monstres. On est littéralement dans le premier pack de mobs du jeu. J'ai croisé d'autres avatars immobiles un peu partout, et à ce stade, j'ai aucun scrupule à dire qu'il s'agit de bots. Ou alors, on n'a décidément pas la même définition du concept de divertissement. Pourquoi farmer pendant des heures, voire des jours, le premier pack de mobs? Dans quel monde est-ce que ça a quoi que ce soit de rentable? Tant de questions qui resteront sans réponse. Pendant qu'on s'imprègne de l'ambiance de la zone et qu'on admire le paysage, permettez-moi de vous lire l'introduction d'une review de 2011. Shaya est un MMORPG free-to-play relativement récent, proposant des environnements fantasy hyper réalistes, une action palpitante, des combats endiablés et un monde incroyable à explorer et à conquérir.
C'est plutôt compliqué de juger des graphismes d'un jeu tiré de son contexte. Shaya a été développé en 2003 et sa première bêta a pris place en 2004. Il est certes un peu moins riche graphiquement, mais plutôt semblable à un WoW de 2003, il est vrai. Sauf qu'ici, on compare Shaya à la période dans laquelle il a été développé. Je vous rappelle qu'en France, on l'a pas eu avant 2009 et que la review que j'ai citée date de 2011. Et quel était le jeu de l'année en 2011 ? And when the truth finally dawns, it dawns in fire. Non mais, on est bien d'accord. C'est injuste de comparer un MMO avec un jeu solo. Mes excuses. Bon, on n'a qu'à prendre Sauter qui est sorti en 2011 alors. Je sais pas à quoi jouer Geoffrey en 2011 pour considérer Shaya comme un beau jeu, mais je suis très inquiète. Gardons tout de même son article dans un coin, on le ressortira plus tard. Ma prochaine quête me demande d'utiliser un parchemin de téléportation. Très bien. Nous voici à Glitter, la ville centrale de cette région. C'est chouette, mais ça a pas mis à jour ma quête et je me retrouve au milieu de la carte, sans quête à mon niveau et sans que qui que ce soit m'ait enseigné qu'il y a des portails et de quoi se téléporter dans Shaya. Ravissant. N'ayant pas vraiment d'autres plans, je suis donc repartie vers ma zone de départ au galop. Vous l'aurez compris, je pense, aucune réelle quête narrative sur Shaya. On parle à un PNJ qui nous enjoint d'abattre X ennemis pour ensuite aller rencontrer son ami, le PNJ de la ville voisine, et on recommence. Prenez Caput par exemple, qui m'ordonne d'aller récupérer du sang d'araignée pour ses expériences afin de... Bébé Quillag ? Ok, sinon on a Latz, qui ne peut retourner en ville voir son ami tant il a de travail. On l'aide donc à éradiquer quelques kobolds, après quoi il... C'est bas ça le jeu. Bon, retournons livrer son sang à Caput. Lui au moins saura faire preuve de reconnaissance, j'en suis sûre. Sur un autre sujet, Shaya a un de ses inventaires répartis sur plusieurs onglets. On a pas mal de place, mais vu qu'on loot beaucoup d'objets différents, il se remplit très vite, et la fonction jeter existe, mais ne fonctionne pas. La fenêtre pop, et vous pouvez cliquer sur accepter. Mais ça ne fonctionne juste pas, et a priori, c'est loin d'être le seul bug sur Shaya. Characters disappearing, player screen going completely black, still no splitting options, dialogue still not translated from 2008, and many other quality of life inconveniences. Mais on peut trier l'inventaire. Niveau 7, il est l'heure d'ouvrir un nouveau cadeau. Comme il est impossible de jeter des objets, il devient primordial de régulièrement vendre aux marchands pour s'assurer d'avoir toujours assez d'espace pour les objets de quête. Et quoi ? Elle vend une canne à pêche ? Carte de bingo. Je doute fortement qu'il y ait le moindre élément de pêche dans Shaya ou même un quelconque système de craft. Mais je trouvais un banc de poissons du côté des elfes. On peut prendre un instant pour parler des avatars d'ailleurs. Les modèles sont certes datés, mais ici, aucun relâchement. Regardez comme Kisera travaille ses abdos, même immobile. Griselle n'en démord pas elle aussi. Ça, c'est de la volonté. Les modèles masculins ne font pas preuve d'une telle motivation, mais ils ne sont vêtus que de maigres sangles de cuir. Donc, j'ose imaginer qu'ils pratiquent aussi régulièrement pour maintenir un certain physique. Un guerrier. Voyons qui a l'épée la plus longue. Décidément. Oh, et cet écran me rappelle. Vous vous souvenez des anciens menus avec les DS sexy remplacés par des trucs génériques ? J'ai trouvé ça dans une review de 2009. This one is probably Aria's most popular game, partially because of the almost nude ladies you see everywhere with the caption "Your goddess awaits." Clairement, je me souvenais quasi exclusivement de Shaya par rapport à cette image. Donc ça m'a surprise de pas la retrouver partout en relançant cette version. À l'époque, ils avaient tout parié sur l'aspect sexy, alors que seul l'artwork des DS il était vraiment. En plus de quelques poitrines voluptueuses, bien entendu. Mais tout ce que j'ai retrouvé ici, c'est une statue au nord de Glitter. Je pense qu'avec ce relancement, ils ont tenté d'axer la communication sur le PVP et l'aspect guerrier du titre. Voilà. Je voulais juste le relever parce que je trouve ça courageux de leur part au vu de la force de marketing d'un décolleté sur la cover d'un jeu. Hein ? Du français dans le chat ? Comme quoi, doit encore y avoir une petite communauté en ligne. Mais j'imagine que certains d'entre vous ont migré depuis longtemps sur des serveurs privés. Je serais curieuse de savoir si la version de Fox est la plus populaire actuellement. En attendant, c'est au cours de cette session que j'ai réalisé que rendre des quêtes n'est même pas rentable. Vous faites pas mal de va-et-vient puisqu'on vous demande de tuer 5 ou 10 ennemis, et la quête en elle-même rapporte très peu d'expérience. C'est donc là que je me suis motivée, et après avoir avalé un boost d'XP de 30 minutes, j'ai enchaîné des ennemis. Je confirme que c'est toujours pas ma définition du fun. Néanmoins, ça m'a permis d'atteindre le niveau 13 et de débloquer des quêtes plus au nord. Et... mon jeu a crash, tandis que je vendais des objets. Ouais, je continue de me balader tout en acceptant des quêtes dans l'espoir de tomber sur quelque chose de cool, quand je tombe sur Muo. Muo, qui a clairement un kink pour les vampires. Oh, comme je voudrais voir Mago, reine des vampires, au moins une fois. D'après ce que j'ai entendu, elle était incomparable par sa beauté et son côté sexy.
Je voudrais remplir un corps attirant de son âme scellée et le toucher des 2 mains. Je n'ai rien de mieux à espérer. Je me suis chié sur lui. Je suis sûre à 99% que je suis la seule à lire ou même faire les quêtes sur ce genre de MMO. Vous avez vu un peu ce que vous ratez? De quoi avoir un arrière-goût de vomi à chaque fois que vous repassez par Glitter. Et il y en a plein comme ça. Vous avez Armia au laboratoire, qui vous avoue vouloir rentrer par effraction chez Rostat parce qu'il est vraiment magnifique. Toujours à Glitter, vu que cette ville est cauchemardesque, on a Ray qui nous supplie de retrouver le bracelet égaré de sa copine. Sauf qu'en le remettant à Becky, on réalise que Ray n'est qu'un gros stalker, et on comprend mieux pourquoi elle se tient en permanence derrière Becky, à quelques mètres d'elle. Affreux. Alors que bon, il pourrait aller pourrir à la vie d'une succube, ou d'une zélote à quelques minutes du village plutôt. Moi en tout cas, j'ai trouvé comment tenir à distance les mecs étranges. On parle de ma nouvelle tenue? Bon, j'ai trouvé comment activer les paramètres manquants juste après, donc j'ai fini comme ça cependant. Vous avez vu ma belette? À partir de là, j'avais bien progressé vers le nord et je suis allée passer la tête dans un donjon pour voir un peu le niveau des ennemis. Il s'agit donc de donjons non instanciés puisqu'un autre joueur est entré à ma suite. Mais j'avoue que j'étais plus intéressée par la nouvelle zone plus au nord. Quelles grandes aventures m'y attendent et quel personnage mémorable vais-je y rencontrer? Oh... Pas de modération sur ce jeu donc. Sinon, au début de la zone, il y a une camarade de Sir Choco. Comme je n'avais accès à aucune quête, j'ai décimé quelques grenouilles pour gagner en niveau et pouvoir converser avec les habitants des environs. Vous devez être le gars puant et hideux. Le croisement de sirènes, j'en peux plus. J'ai tellement envie de les capturer, de leur mettre une paille dans la bouche, de souffler et de les faire exploser. Glitter, c'était peut-être pas si mal finalement. En tout cas, c'est arrivé ici que j'ai senti le grind commencer à se mettre en place. Chaque ennemi ne m'apportait plus que 0,5% d'XP. La plupart des quêtes étaient toujours aussi insipides et je me retrouvais à devoir taper les mêmes ennemis en boucle pour monter des paliers de niveau. Généralement, quand je commence à tourner en rond comme ça, je pars explorer. Ayant quelques parchemins de téléportation dans mon inventaire, je suis allée à Boltagate. À vue de nez, une carte ajoutée plus tard dans le développement et qui sert actuellement de hub aux joueurs au vu des avatars AFK. Ça m'a bien fait laguer quand j'ai débarqué. Néanmoins, j'avais pas encore atteint mon objectif minimum de 10 heures de jeu. Et commençant sérieusement à m'ennuyer, il était temps de trouver un sacrifice. C'est donc ainsi que j'ai reroll du côté de la lumière en kidnappant Holda au passage et me munissant de mes citations préférées de ce brave Jeff. C'est là que tu prends un peu l'ambiance du lieu et que je te dis une citation. Les décors grandioses et les paysages savamment conçus et les images saisissantes vous laisseront assurément un sentiment d'euphorie et d'émerveillement comparable à celui de certaines séries de RPG plus contemporaines, qu'il s'agisse de MMO ou de formats traditionnels. Oui, on sent la différence. Parce que tu m'as dit qu'à la base, il est sorti en 2004, le jeu c'est ça. Tant que ça, il y avait WoW qui sortait. Donc, en tout cas, j'apprécie l'ambiance musicale. Ah, parce que moi j'ai coupé la musique. J'en avais trop marre. Vous serez néanmoins ravis d'apprendre qu'il est aisé de grouper et que les objectifs de quête sont partagés. Soyez prévenus, combattre des ennemis dans Shaya est loin d'être adapté aux mineurs, car les effets ensanglantés sont nombreux lorsque vous êtes blessé, comme c'est le cas avec vos proies. Et oui, des effets sanguins jaillissants et fulgurants. Je crois que j'avais vu un poudre rouge. Alors. Vas-y. Attention, je reprends. Oui. Imaginez une composition de Dragon Quest classique mélangée à des parts égales de Vindictus et de World of Warcraft et vous comprendrez. Un tel désordre est une excellente raison pour laquelle l'installateur de Shaya vous demande si vous avez plus de 18 ans. En l'état actuel des choses, nous sommes à la limite de la qualification pour la lettre mature. En bref, ce jeu n'est définitivement pas destiné aux plus jeunes. En 2015, il y avait déjà GTA. Lançant un personnage avec les bons paramètres d'actif dès l'arrivée, j'ai même pu profiter du meilleur costume en jeu. Je sais, vous êtes tous jaloux. Problème que j'avais pas eu au cours de mes précédentes sessions, ici, on avait souvent des ennemis vaincus qui mettaient quelques secondes à disparaître. Étrange. Alors attention. Les environnements finement détaillés, les paysages époustouflants et le réalisme saisissant de chaque partie du monde de Shaya sont d'une précision exquise et visuellement agréable à explorer. De plus, l'étendue des monstres et de la faune à chasser et à tuer pour atteindre ses objectifs, ou simplement pour le plaisir, offre un niveau de défi, d'équilibre, de stratégie, de connaissance de ses forces et de ses limites afin de maximiser ses gains d'expérience, tout en assurant sa propre survie virtuelle. Je recommande vivement Shaya à tous ceux qui recherchent un MMORPG free-to-play de haute qualité. 2011, c'est chaud d'écrire ça quand même. On a tranquillement progressé jusqu'à la ville centrale où on a rencontré ce brave Dasher, ainsi que la mère des raptors. Ah ouais. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour parler de ce cochon, qui est un des seuls trucs animés du coin? Dérangeant. C'est en tentant de faire de la place dans mon inventaire en vendant des objets que j'ai réalisé que le jeu n'aimait vraiment pas ça. Ne vendez jamais plus d'un onglet. Et si vous avez tenu jusque-là dans la vidéo, bonus nostalgie pour les anciens. Quoi de...
J'ai aucune idée de ce que c'est censé annoncer, mais la déesse qui gémit, c'est cadeau. Comme je ne pouvais pas couper sereinement Shaya sans tenter le moindre PVP, on s'est rendu sur le champ de bataille de niveau 15. On rigolait en se disant que si on croisait qui que ce soit, on n'aurait sûrement même pas le temps de le voir venir. Puis on s'est fait one shot. Le PVP, c'est fait. Je pense que vous l'aurez compris, Shaya tourne autour de sa boutique. Le jeu se présente comme gratuit, mais ne soyons pas dupes, il n'y a rien à y faire de fun en dehors du PVP, et le problème, c'est que pour être viable là-bas, il faut y claquer un SMIC. Rappelez-vous de la vision d'horreur de Hack 37. Comme le disent beaucoup de comptes, c'est le jeu parfait si vous voulez faire peser votre CB pour asseoir votre domination sur les pauvres du serveur. On peut tout de même tenter d'y jeter un œil. Ok, ça va être plus compliqué que ce à quoi je m'attendais vu que les objets n'ont aucune description. Sortons des packs pour voir si on arrive à deviner l'intérêt de quelques objets. Le token de résurrection, ça doit être le fameux objet nécessaire pour pas perdre son personnage en mode ultimate. 270 gemmes pour un token et 305 gemmes reviennent à 11$. Oh. Si c'est bien ça, le mode ultimate coûte bien plus cher que ce à quoi je m'attendais. À partir de là, on ne peut que deviner, mais le token à sa droite doit permettre de revenir à son niveau en cas de perte d'XP. Le token de restauration d'objets est peut-être destiné aux échecs en craft, et si c'est ça, 645 gemmes, c'est 23$ tout de même. On a un onglet dédié à l'achat de pierres à sertir pour améliorer ses stats, surtout que je vous rappelle que vous pouvez échouer lors du sertissage, auquel cas, la pierre se retrouve détruite. Il y a aussi des costumes, et j'imagine au vu des stats sur celui qu'on m'a offert que ceux-ci boostent le personnage. Mais impossible de vérifier, de même pour les familiers. De toute manière, la grande majorité des objets dans l'onglet équipement et familier sont des lootbox. J'imagine qu'il va falloir de la chance pour tomber sur celui désiré. Du gacha donc. Dans les faits, je suis contente d'avoir relancé Shaya puisque j'en gardais clairement une version très embellie. Si d'habitude, je trouve tout de même quelques aspects sympas aux titres les plus pay to win et PVP, ici, tout a été retiré pour rester concentré sur l'essentiel. Dépenser son salaire dans la boutique et rouler sur les autres. Le jeu se veut grindy pour vous punir durement lorsque vous êtes mis KO et perdez de l'expérience. Mais ici, on s'attend juste tellement pas à ce que les joueurs trouvent quoi que ce soit d'autre d'amusant que par défaut, on retire les icônes de quête. Ouais, je continuerai d'être outrée sur le sujet. Maintenant, de vous à moi. Qui a déjà sérieusement fait du PVP sur Shaya? Et est-ce que vous arriviez à y survivre plus de 10 secondes sans y investir de sommes vertigineuses? Fox a bien pu aggraver l'état de la boutique, mais permettez-moi d'émettre quelques doutes.